le cœur séparé des fidèles par l'iconostase, qui ne sert qu'à, au fond, cacher aux yeux du profane le mystère que seul le prêtre est habilité à connaître. Jacques-Édouard avait le projet, avec Madame Rosemarie Lipuner, qui était directrice des arts décoratifs à Lausanne, donc de faire l'exposition de sa collection. Et ils avaient déjà avancé ce projet. Et quand en novembre 1993, Jacques-Édouard nous a quittés, Madame Lipuner a décidé de faire tout de même cette exposition, elle est venue nous trouver. Et c'est comme ça qu'elle a fait une exposition absolument magnifique. Et c'est à partir de là que la fondation a été créée, Fondation Jacques-Édouard Berger. Le but de la Fondation Jacques-Édouard Berger est de conserver, mettre en valeur et de faire connaître les collections de Jacques-Édouard ainsi que son œuvre au public. Elle est dotée d'une part de toutes les collections égyptiennes et de Chine essentiellement, qui comprend à peu près 1000 objets. Elle est également dotée d'une bibliothèque de près de 1000 ouvrages qui se trouvent au MUDAC à la disposition du public. En dernier lieu, la Fondation possède à peu près 100 000 diapositives que Jacques-Édouard avait fait au cours de ses voyages, qui sont actuellement entièrement digitalisées et mises sur Internet pour l'essentiel. La collection Jacques-Édouard Berger se trouve actuellement au MUDAC grâce à un contrat de prêt que nous avons passé entre la Fondation et la commune de Lausanne pour une durée de 25 ans qui est bien entendu renouvelable d'entente entre les parties. Afin de mieux faire connaître les collections de Jacques-Édouard Berger, la Fondation, avec la collaboration du musée du MUDAC, organise des visites guidées. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de connaître Jacques-Édouard Berger, mais j'ai entendu vraiment énormément de choses sur lui. D'ailleurs, dans mon introduction que je fais au cours de la visite que je présente sur les pièces égyptiennes de sa collection, je dis quelques mots sur lui. D'après ce qu'on m'a dit, d'après ce que j'ai entendu. Et ce que je sais, c'est que c'était vraiment un homme qui était passionné par les différentes cultures, les différentes civilisations. Et aussi, on dit beaucoup de lui que je sais qu'il organisait des conférences, et puis vraiment lors de ces conférences, il arrivait véritablement à transmettre sa passion pour les objets, pour l'art, pour la civilisation au public. Il y avait véritablement un lien qui se créait entre lui et le public. Je sais qu'il a fait aussi beaucoup de voyages, et puis que c'est lors de ces voyages qu'il a pu acquérir quelques-unes de ses pièces. Ce que je sais aussi, c'est qu'il achetait ses pièces parce qu'il en tombait amoureux, et puis qu'il s'en entourait. C'était vraiment quelqu'un qui aimait être entouré de ces objets d'art, et que c'était pas du tout pour en faire un profit personnel ou pour les revendre ou quoi que ce soit. Les collections de Jacques-Édouard Berger qu'on peut voir actuellement présentées au MUDAC sont probablement ce qu'il reste de plus tangible, de plus concret de sa passion pour l'art. Il les a constituées tout au long de sa vie, à la faveur des rencontres qu'il a pu faire avec les différentes civilisations qui l'ont passionné, en trouvant des objets, parfois chez les antiquaires, dans les foires, dans les brocantes, au marché aux puces, que sais-je, mais d'une façon bien spécifique. En fait, il ne s'est jamais intéressé à la valeur matérielle, à la valeur marchande des choses. Il choisissait ses objets certainement pour des raisons esthétiques, en fonction de ses grandes connaissances, aussi sur l'histoire des objets, sur ce qu'ils pouvaient dire des civilisations auxquelles ils appartenaient, mais avec une sorte de relation très profonde à l'objet qui lui permettait, parmi d'innombrables possibilités, de n'en choisir qu'un et de ne vouloir que celui-ci. C'est l'Égypte, la première passion. Et c'est au travers de l'Égypte que nous nous sommes rencontrés. Nous avions à peine 20 ans l'un et l'autre, et c'était le premier voyage archéologique que Jacques-Édouard guidait. Son père avait fondé, juste après la fin de la guerre, dans les années 1947-48,
une association culturelle qui s'appelait Pour l'Art. Au nombre des diverses activités figurait l'organisation de voyages culturels. Ce qui m'a frappé d'emblée par rapport à sa manière, je dirais, de communiquer la civilisation qu'il avait à transmettre, c'était à la fois, non pas seulement son don de communication, je crois que beaucoup de personnes peuvent en témoigner, mais c'était comme si, au-delà de sa connaissance, et de nouveau, je dirais, au-delà d'une réflexion intellectuelle et d'une satisfaction esthétique, il parlait des sites, des monuments, des civilisations, comme, d'une certaine manière, comme s'il les avait connus. C'est-à-dire qu'il y avait une conscience de l'intérieur, non pas seulement de l'histoire des choses ou de l'histoire de l'esthétique des choses, mais une conscience de l'intérieur, des raisons profondes pour lesquelles ces choses avaient été créées. Et une clarté dans le discours infini, une passion qu'il savait communiquer, qui faisait que les gens qui ont suivi ensuite en Inde, en Chine, en Extrême-Orient, civilisation qu'on connaît très mal, beaucoup moins que la civilisation méditerranéenne, se trouvaient très à l'aise et avaient l'impression vraiment d'aller à la découverte du pays qu'ils avaient choisi. Je dirais que Jacques-Édouard était un découvreur, parce que sa passion venait du fait qu'il vivait ce qu'il expliquait, et donc en fait ce qu'il était en train d'essayer de transmettre, c'était ses vibrations profondes face à ses découvertes, et puis aussi c'était un passeur, c'est quelqu'un qui vous entraînait, qui vous prenait par la main, et qui vous entraînait dans la même jubilation. J'ai apprécié tout de suite la manière qu'avait Jacques-Édouard d'aborder les sites. En lieu et place de nous précipiter vers le point essentiel, celui que tout le monde veut voir, celui qui est d'intérêt primaire, en lieu et place de cela, Jacques nous fait tenir à l'écart, il prépare la visite, nous fait visiter les autours et alentours, et pour finir, quand nous sommes vraiment prêts, que nous avons déjà vu le site, que nous avons compris ce qui était en jeu, à ce moment-là seulement, il nous mène au point essentiel. Ça, une pierre comme ça, une pierre comme ça, une pierre comme ça. Ça tient comme ça peu, pas si mal. Qu'après avoir fait ce voyage en Égypte, j'ai suivi ses conférences. Alors de 1978 jusqu'à 1993, j'ai suivi pratiquement toutes les conférences. Il faut dire que ces conférences étaient admirablement structurées. Il commençait en général par une introduction sans images, puis entrer dans le sujet, le plus souvent en donnant un historique en parallèle, je dirais horizontal, dans le temps. Si son sujet était celui de l'Inde, par exemple, il nous parlerait de la Chine dans la même époque, de l'Égypte dans la même époque, de la France, de la Suisse, de l'Allemagne, du Japon, s'il y a lieu. Puis entrer dans son sujet par des voies d'introduction, à même titre qu'il n'arrivait jamais directement dans un site à l'essentiel. Là aussi, dans la conférence, il préparait son auditoire. Nous avons notre magasin de photos dans le quartier des Alpes depuis 20 ans. Dans ce quartier où habitait aussi Jacques-Édouard Berger, qui venait au début comme client, mais très rapidement on s'est liés d'amitié. On a travaillé pour lui, il lui faisait énormément de diapositives pendant ses voyages qu'on a développés. Et puis chaque fois quand il venait chercher ses diapositives au magasin, donc c'était une montagne de diapositives, c'était l'occasion de se voir, de boire un café. Après son départ, on avait envie d'abord de photographier son appartement où se trouvait sa collection et où c'était magnifiquement exposé. Donc on avait vraiment envie de photographier tout ça avant que ça partait. Et puis petit à petit est née l'idée de photographier tous les objets, notamment pour l'exposition.